Venons-en maintenant au travail non rémunéré. Qu'est-ce que c'est que le travail non rémunéré? En fait, il n'y a pas de définition consensuelle du travail non rémunéré. Certains y ajoutent le travail bénévole et d'autres parlent seulement des tâches domestiques. Mais je pense qu'il est important de donner une définition économique de ce travail-là pour que cela puisse participer à la reconnaissance. C'est-à-dire que si l'on veut qu'on l'intègre dans les politiques publiques, il faut que l'opinion, que les économistes, que les planificateurs comprennent qu'il y a des points de croissance à gagner dans ce travail-là et que du point de vue économique, on peut effectivement dire que c'est du travail. Donc pour cela, il faut questionner la théorie de la valeur en économie. Par exemple, Karl Marx, lui, pense que ça, c'est pas du travail. Il y a tout un débat là-dessus, mais je ne vais pas aller dans ces considérations purement économiques. On va seulement retenir que le travail non rémunéré, c'est la production de biens et services faits par les ménages, au sein des ménages, pour leur autoconsommation. Et le système de comptabilité nationale des Nations Unies, qui sert de référentiel à comptabiliser la richesse des nations, c'est-à-dire les PIB, intègre cette question du travail non rémunéré depuis 1993. Donc, quand on dit qu'il n'est pas comptabilisé dans le PIB, c'est partiellement vrai. Parce que depuis 1993, le SCN autorise la comptabilisation des biens dans le PIB. Mais seulement, on ne fait pas toujours les enquêtes nécessaires pour le faire et la traduction de la valorisation n'est pas encore maîtrisée avec les comptables nationaux. Par contre, pour les services, le SCN dit de faire des comptes satellites de production des ménages. Alors, ce travail non rémunéré, comme vous le voyez sur cette image, est un frein au développement des capacités des hommes et même des femmes, et surtout des femmes. Pourquoi? Parce qu'il est chronophage. Ici, vous avez les chiffres d'une enquête statistique budgétant, parce que pour le quantifier, on fait des enquêtes statistiques budgétant. Et selon le temps que l'on met, on valorise ce temps-là pour voir combien ça coûte. Et il y a plusieurs types de valorisation également. Donc, cette statistique budgétant a été réalisée en 2009 par mes soins au Burkina Faso, en zone rurale. Et vous voyez que en bleu, les hommes ont très peu de temps au travail non rémunéré, 10% de leur journée, alors que les femmes, 54%, plus de la moitié. Et cela depuis la plus tendre enfance. Soit distribution de où, à chaque stade de la vie, cette inégalité persiste et vraiment menace l'autonomisation économique des femmes. Mais il n'y a pas qu'au Burkina Faso. Les chiffres révèlent la même réalité dans tous les pays du monde, compte tenu de la division sexuelle du travail qui prévaut dans nos sociétés. Et je vous dirais d'ailleurs que plus la société est inégalitaire, plus le temps, l'écart en termes de travail non rémunéré est grand. Ici, vous avez le temps mis pour aller chercher de l'eau. Du Malawi, en Guinée, en Tanzanie. Ce sont des chiffres assez récents qui montrent vraiment de grands écarts. Alors, qu'est-ce qu'on préconise pour cette question du travail non rémunéré? La solution réside dans celle des 3 R. On en a parlé avant moi. Donc, les 3 R, c'est la reconnaissance, la réduction, la redistribution. Et ces 3 R, on les doit à une chercheure qui s'appelle Diane Nelson, qui l'a inventé en 2006. Mais avec l'importance du sujet depuis à peu près 5 à 8 années, il y a eu l'apparition des 5 R sous l'impulsion surtout de l'OIT, et ces 2 R qui s'ajoutent sont la représentativité, c'est-à-dire qu'il faut les représenter, il faut aussi récompenser ce travail non rémunéré. Certains disent rémunéré. Et là, ce sont les niches d'emploi qui peuvent être créées à cet effet. Donc, les 3 R, c'est davantage pour la partie vraiment qui est non monétaire, et les 2 R d'à côté qu'on rajoute, c'est celle qui débouche sur
les rémunérations. Alors, ce travail non rémunéré, qu'est-ce qu'il faut faire? Si on prend par exemple la réduction, il faut réduire le temps que les femmes passent à aller chercher de l'eau. Il faut réduire le temps que les femmes passent à aller chercher du bois. Et cela se fait comment? Par des politiques sectorielles adaptées. En l'occurrence ici, qui est-ce qui doit travailler à la réduction de l'eau? C'est le ministère en charge de l'eau. Qui est-ce qui doit travailler à la réduction du bois? C'est le ministère en charge de l'énergie. Parce qu'il s'agit d'aller chercher de l'énergie, il faut pouvoir proposer des sources alternatives d'énergie. Et plus tard, on verra comment ces ministères doivent s'arranger pour pouvoir contribuer à réduire le travail non rémunéré. Et c'est là qu'on voit se déployer toute la transversalité du genre de manière holistique dans l'ensemble des secteurs. Il faut également pratiquer à terme la budgétisation sensible au genre, comme mes prédécesseurs l'ont dit. Et cette budgétisation sensible au genre ne se limite pas au cycle budgétaire. Il faut commencer depuis l'élaboration des politiques. Alors, la budgétisation sensible au genre, la commission de l'UEMOA a élaboré des modules en matière de BSG qui sont calqués sur le cycle budgétaire. Et pour pallier la mobilité des agents, faire des formations avec des personnes qui peut-être seront appelées à d'autres fonctions, l'UEMOA a décidé d'insérer ces modules dans les écoles de formation des ENA, des écoles nationales d'administration, surtout celles qui sont chargées des régies financières, pour que les futurs fonctionnaires soient déjà formés en matière de BSG. Donc, c'est une contribution importante à la création d'une masse critique de cadres qui soient formés en BSG. Et une autre chose que je voudrais mentionner en termes de BSG, pour le travail non rémunéré, il est important maintenant que l'on commence à penser à l'introduire dans l'étape du cadrage macroéconomique. Parce que qu'est-ce que c'est que le cadrage? Il s'agit de voir qu'est-ce que l'État a comme ressources. Plus tard, on dira, mais il faut rémunérer. On va vous dire, mais d'où vient l'argent? Il faut commencer d'abord par comptabiliser que c'est de l'argent et que c'est de la ressource. Donc, au niveau du cadrage, il faut travailler à ce qu'on puisse prendre en compte le travail non rémunéré. Et nous avons également des modules en genre et politique publique, puisque cette question de la sexospécificité doit être prise en compte dans toutes les politiques sectorielles, dans toutes les politiques publiques. Alors, nous en venons à comment transformer l'ensemble de ces 5 R en projets et programmes qui soient bancables. L'une des options, c'est l'institutionnalisation du genre. Institutionnaliser le genre, c'est mettre la sexospécificité dans l'ensemble des programmes, comme je le disais, de tous les ministères, pour ce qui est de l'État. Donc, c'est le cycle de vie des politiques publiques, comme le mentionnait tantôt Madame la ministre, c'est la transversalité horizontale dans tous les secteurs, mais la transversalité verticale aussi au sein, par exemple, d'un ministère. Si vous avez dans un ministère un organigramme où il n'y a pas d'entité qui puisse prendre en compte le genre ne pourra pas apparaître dans vos politiques publiques. Si l'entité est créée, comme nous l'avons vu dans beaucoup de pays, l'entité est créée, mais son ancrage institutionnel n'est pas toujours le même. Parfois, c'est une cellule qui est rattachée au cabinet du ministre. Parfois, elle est rattachée au secrétariat général, mais elle n'apparaît pas toujours dans l'organigramme. Et elle est animée généralement par des personnes qui, en plus de leur emploi, sont des points focaux genre. Alors que la question du genre doit être traitée par un personnel dédié et elle doit se placer clairement dans l'organigramme pour qu'elle puisse avoir les ressources et voir et s'intégrer réellement dans la création de la politique publique. Et pour ce faire, il faut absolument aller au sein de la planification. Les directions qui sont chargées de la planification sont là où il faut implanter
l'institutionnalisation du genre. Cette réflexion est issue d'une analyse que nous avons menée sur 3 années en faisant le diagnostic des systèmes de planification de l'ensemble des États membres pour proposer un schéma type d'institutionnalisation du genre. C'est un dispositif type qui va depuis la primature, le cadre d'orientation que vous voyez là, donc depuis le sommet de l'État jusqu'aux collectivités locales à la base. Donc, par exemple, je vais vous donner juste quelques exemples compte tenu du temps que nous avons. Dans le cadre d'orientation, vous voyez ici le Parlement. Qu'est-ce que le schéma préconise? Le schéma préconise qu'au Parlement, pas que l'on fasse un plaidoyer pour des lois favorables aux genre, mais la loi la plus importante, c'est la loi de finances. Il faudrait que la loi de finances soit annexée d'un rapport genre qui montre aux parlementaires en année N-1 quelle a été l'utilisation faite des ressources. Est-ce qu'elle a contribué à augmenter les inégalités ou à les réduire? Et la même chose pour le budget en voie d'être voté. Il faut qu'on puisse dire, est-ce que ce budget va contribuer à réduire les inégalités? Et donc, cela va permettre aux parlementaires de prendre une décision. Au niveau du Conseil des ministres, le schéma prévoit que, au secrétariat général du gouvernement, il y ait un marqueur genre, de telle sorte que tous les dossiers qui doivent aller au Conseil des ministres passent par ce prisme de ce marqueur-là. S'ils ne sont pas genre sensibles, ils sont retournés vers les sectoriels. Ça, c'est le cadre d'orientation. Je vous ai donné quelques exemples. Maintenant, au milieu, il y a des ministères clés qui doivent tenir la question. En premier, le ministère en charge du genre, parce que c'est lui qui porte la question au niveau national. Le ministère du budget, vous savez pourquoi, c'est le nerf de la guerre. La planification, comme je le disais, la fonction publique, parce que ce sont les cadres qui doivent être formés à cet escient. Donc, dans tous les cursus, et il va falloir penser à intégrer la sexo-spécificité et enfin le ministère en charge de la modernisation pour que, au point de vue décentralisation, on puisse aller jusqu'aux collectivités. Et ici, le ministère en charge du plan, au sein du ministère du plan, au niveau national, la direction chargée de la planification doit avoir une entité qui est chargée de l'appui à l'institutionnalisation du genre. Et au niveau micro, au niveau de tous les sectoriels, c'est au sein de la direction de la planification de chaque ministère que l'on doit créer cette entité qui est chargée de l'appui à l'institutionnalisation du genre. Et je vais vous faire une illustration, par exemple, pour la question de la réduction du temps mis à aller chercher de l'eau. Ce temps doit être réduit par des investissements que l'État doit faire. Pour faire ces investissements, il faut que la politique chargée de l'assainissement prévoie de créer des forages. Et pour qu'elle prévoie de créer ces forages-là, c'est au moment du diagnostic, de l'élaboration de la politique, que ce diagnostic doit être sexo-spécifique. Et c'est là que le spécialiste ou la direction qui est chargée de l'appui à l'institutionnalisation du genre va introduire des éléments pour que l'on puisse comprendre que au ministère de l'eau, il ne s'agit pas uniquement de donner de l'eau. Parce que si vous allez au ministère de l'eau et que vous leur demandez quelles sont vos problématiques sexo-spécifiques, il y a de fortes chances qu'on vous dise que nous, on donne de l'eau à tout le monde, il n'y a pas de question de genre ici. Mais alors, ils n'ont pas été conscients que c'est eux qui doivent contribuer à réduire le temps passé à aller chercher. Doit être au sein de la planification pour que, dès le diagnostic, on puisse identifier ce besoin-là. Et lorsque c'est dans le programme ensuite va à la budgétisation. Et là, nous sommes dans la chaîne, n'est-ce pas, de la planification elle-même. Quand je parle de la chaîne de la planification, il s'agit de la chaîne PBSE, c'est-à-dire depuis la prospective, la programmation, la planification, la budgétisation. C'est pour ça qu'on parle de budgétisation sensible au genre, avant de passer au suivi, évaluation des politiques. Donc, une fois que cela est fait de manière transversale, les programmes qui vont être conçus vont contribuer à la réduction de ce travail non rémunéré. Je vous ai donné l'exemple pour l'eau. C'est la même chose qui va se passer pour le ministère en charge de l'énergie. Il y a d'autres éléments de réduction. Par exemple, pour les crèches.
Le ministère qui est chargé de l'action sociale peut intervenir. Le secteur privé également peut intervenir. Donc, tous ces programmes, lorsqu'ils sont faits au niveau de l'État, peuvent être utilisés pour la mobilisation de ressources ou alors peuvent être pris en charge d'une part par le secteur privé. Parce que quand on parle de réduction, on parle de redistribution plutôt, on parle de redistribution au sein du ménage, mais on parle aussi de redistribution entre le secteur privé et le secteur public. Et je voudrais mentionner l'aspect de, de la redistribution à travers les congés parentaux. Il est important, le congé pour maternel, congé paternel, il est important aussi de faire le lien avec la démographie. Parce que ces congés, lorsqu'ils sont accordés, auront un impact sur la démographie. Donc, chaque État doit avoir cela aussi en mémoire pour pouvoir faire le lien avec le dividende démographique. Donc, voilà pour ce qui est de l'institutionnalisation du genre. Donc, comment on prend cela en charge dans les programmes de manière à avoir donc des mesures spécifiques. Madame Gaunga aussi vous m'entendez? On me dit que ma connexion est instable. Madame Gaunga aussi a fait des préconisations dans ce sens. Donc, on peut mettre en place des incubateurs pour les femmes, c'est-à-dire tout ce qui est renforcement de capacités pour que les femmes puissent avoir une option d'autonomie afin de réduire. Mais également, je ne vais pas aller ligne par ligne, mais également, il faut penser à la question de la retraite, la question de la sécurité sociale. Parce que quel est le but, en fait, d'institutionnaliser le genre et de prendre en compte ce travail non rémunéré? C'est à terme de lutter contre la pauvreté. En matière de reconnaissance, la reconnaissance peut ne pas être pécuniaire, mais elle peut être avec des services gratuits comme mes sœurs en ont parlé récemment. Mais il faut aussi penser à la question de la sécurité sociale et à la question de la retraite par la création, par exemple, de fonds qui peuvent être alimentés, pourquoi pas, par, euh, par le secteur privé et certains pans aussi du public. Ça peut être des fonds également de renforcement même des capacités plutôt que des fonds, enfin on peut faire les deux à la fois. Et cela ne peut pas être fait sans la question de la statistique, qui est essentielle pour bien identifier ces femmes-là. Si l'on dit aujourd'hui, quel est le nombre de femmes qui sont dans le travail non rémunéré, les statistiques de l'emploi ne le montrent pas. Les statistiques du travail ne le montrent pas. D'où l'importance de la statistique de genre que Madame Gaouga a mentionnée et l'Institut national de statistique a une place prépondérante dans le schéma type d'institutionnalisation de genre dont je vous ai parlé. Et ce schéma, il a été adopté par le Conseil des ministres des Finances, après que les ministres en charge du genre l'aient validé. Donc, ce dispositif type est à adapter au système de planification de chaque pays. Et donc, les États ont la latitude de l'adapter comme ils l'entendent pour pouvoir réduire les inégalités de manière transversale, mais la Commission les appuie de manière technique. En termes de conclusion, je voudrais dire que pour transformer les 5 R du travail non rémunéré en projet bancable, il faut d'abord institutionnaliser le genre pour pouvoir réellement avoir ces projets, d'une part, et il faut faire des actions spécifiques axées sur l'autonomisation économique de la femme. Mais l'ensemble de ces actions ne peuvent pas s'écarter et ne peuvent pas avoir lieu si l'on ne se base pas sur toute la chaîne de la planification dans chaque ministère et dans chaque secteur, avec une forte contribution du secteur privé et une mention d'exception sur la question de la statistique. Et je voudrais mentionner aussi qu'il existe un simulateur d'investissement qui a été créé par l'OIT, qui est disponible en ligne, qui peut dire combien ça coûte
Donc, dans l'élaboration des programmes, ce simulateur d'investissement peut être utile. Je vais m'arrêter là pour la présentation. C'est essentiellement ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je vous remercie et vraiment, ça a été un plaisir de contribuer à cette réflexion, en espérant que cela vous a éclairé. Merci bien.